Aujourd'hui, Clope au dossier. Vidéo numéro 18 du projet Pinger. Clope au dossier, c'est un roman publié par les éditions de Minuit en 1961. Je vais commencer en parlant du ticket de caisse que j'ai retrouvé dans mon exemplaire. Sur ce ticket de caisse, que vous ne voyez pas forcément très bien, il n'y a aucune espèce de mention d'exemplaire, de livre, de rien. Je ne sais même pas où j'ai acheté ça. C'est un ticket de caisse comme il y en avait dans les épiceries il y a encore quelques années. Et on lit ceci. 16-02-02, 16 février 2002. Suit un code incompréhensible. Un article à 11,50 €, un article à 1,83 €, un article à 18 € pour un total de 31,33 €, remise de 5%, 29,76 €. Je dis euros parce que au dos de mon exemplaire, il y a bien écrit 11,50 €. Et c'est la première, il y a ce ticket de caisse, puisque dans ce projet, je fais aussi l'autobiographie de ma rencontre et de mes diverses rencontres et de mes pérégrinations avec Robert Pinger. Ce ticket de caisse me pose un certain nombre de questions. Tout d'abord, je ne sais absolument pas dans quelle librairie je l'ai acheté. Heureusement qu'il est à la date, 16 février 2002. À l'époque, je vivais à Beauvais. Alors peut-être que c'est à l'Univers du Livre, qui était la seule librairie de Beauvais et où il m'est arrivé de fait d'acheter des livres. Le seul problème, c'est qu'il me semble que le passage à l'euro daté du mois de janvier précédent, ça faisait à peine un mois et demi qu'on était passé à l'euro, et je ne vois pas la librairie L'Univers du Livre avoir possédé un exemplaire d'un roman pas très connu de Robert Pinger, avec déjà écrit 11,50 € derrière. Donc ça c'est un peu curieux, une édition déjà formatée pour la vente en euros. Donc ça c'est une première énigme. La deuxième énigme, c'est bien sûr quels sont les autres articles que j'avais achetés à 1,83 €, probablement de la papeterie, à 18 €, sans doute un autre livre à 18 €, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui est un peu curieux, c'est le fait que ce soit cet exemplaire acheté après l'avènement de l'euro, et le fait que je ne puisse pas vraiment savoir si j'ai acheté ça à Beauvais ou ailleurs, dans les Landes, à Paris, où j'allais quand même très souvent encore en février 2002. Aucune idée. Clope au dossier, et Clope, c'est le nom d'un personnage. Si je ne m'abuse, mais il faudra que je vérifie ça dans la relecture des romans suivants et des pièces de théâtre suivantes, si je ne m'abuse, Clope est un personnage qui n'apparaît que dans le roman auquel il donne son titre. Et donc quand on lit sur la couverture d'un livre Clope au dossier, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, puisque un sens possible de clope, c'est évidemment le terme argotique pour la cigarette. Remarque d'ailleurs, clope peut être féminin ou masculin. Moi j'ai toujours dit une clope, et ça fait quelques années que j'ai découvert qu'il y avait de plus en plus de gens qui, selon moi, disaient un clope et utilisaient clope au masculin. C'est intéressant d'ailleurs du point de vue de l'identité générique. Il faudrait vérifier. Je rappelle que dans ces vidéos, je lance des pistes aussi. Je ne peux pas consacrer la totalité de mon temps de travail à travailler sur ces textes de Pinger, mais il faudrait peut-être vérifier, est-ce que quelqu'un a travaillé sur le genre du mot clope, pour cigarette, en 1961. Est-ce que déjà à l'époque, clope pouvait être masculin ou féminin? Auquel cas, si c'est le cas, on aurait encore un peu plus d'eau au moulin des théories qui veulent relire en Pinger un grand écrivain queer. Et donc là, il y aurait cette ambivalence sexuelle. Mais quand on lit Clope au dossier, si on ne sait pas que c'est un personnage, quand on voit Clope au dossier dans la liste des œuvres du même auteur, ce que j'ai pu faire moi à l'époque où je me suis intéressé à Pinger, et on voit que j'ai commencé à lire Pinger en 1991, et donc quand j'ai acheté Clope au dossier en 2002, ça faisait plus de 10 ans que je lisais son œuvre. Quand on voit ce titre, on ne sait pas que c'est un patronyme, que c'est le nom d'un personnage, et donc on s'imagine peut-être que c'est une cigarette mise dans un dossier. Eh bien, une cigarette dans un dossier, ça fait brûler le dossier. Donc là, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans l'idée de destruction du dossier. Et je reviendrai sur ce fameux dossier, mais il y a là quelque chose d'assez intéressant aussi. Parmi les autres, comment dire, allusion possible ou allusion culturelle possible de ce titre, Clope au dossier, on peut penser à toutes les formulations du type riquet à la houppe, à partir du moment où l'on a identifié en clope un patronyme. Le dossier est finalement ce qui définit clope. Oui, riquet à la houppe, on peut penser bien sûr à d'autres titres de contes aussi, à La Belle au bois dormant, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi dans ce titre-là une sorte de pastiche des titres de contes. Et puis, autre chose aussi, l'idée que... alors, j'avais aussi pensé, est-ce que c'est
l'actualité, l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a suggéré ça au moment où je le relisais. Comme Klopp est un fou, c'est annoncé dans la 4e de couverture, je reviendrai sur la 4e de couverture, comme Klopp est un fou, est-ce qu'on ne pourrait pas forcément penser à Clopin Trouillefou, le mendiant magnifique de Notre-Dame de Paris, le roi des mendiants, Clopin Trouillefou. Et donc dans Clopin, il y a l'idée de clopiner, de faire semblant d'être mutilé, et puis dans Trouillefou, il y a la peur et il y a la folie. Or, la peur et la folie sont des thèmes assez importants du livre. Je ne sais pas si cette allusion un peu comme ça, par association libre, est pertinente ou pas, mais en tout cas, voilà, elle m'a traversé l'esprit, et ces vidéos sont aussi une sorte de journal subjectif de mes relectures. Dernière chose, clope au dossier, si on pense à la cigarette, à la clope, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à la métaphore argotique du cigare, le cigare pour la tête, et là encore, la folie, clope, cigare, est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose de pertinent là-dedans? Donc on le voit dès le titre, une foultitude d'associations libres, dont la plupart ont en fait une signification possible ou une interprétation pertinente possible par rapport au livre. Que d'être seul n'était pas une condition. C'est la première phrase de Clope au dossier. Et cette première phrase, elle commence par que. Et ce que, il pose plusieurs principes dès le début du livre. La parole rapportée. Ce livre, dès la première phrase, se trouve marqué du sceau de la parole rapportée. Tout ce qui est ici, même quand on finira par oublier qu'il ne s'agit pas d'un rapport direct ou d'un discours direct, dès la première phrase, on est là pour le texte et la voix narrative sont là pour nous dire d'emblée attention, tout ceci est un discours rapporté. Il y a autre chose aussi, cette utilisation du que rappelle, et là on va plutôt réfléchir à la question du pastiche, rappelle les titres des romans ou des essais également du XVIIe et du XVIIIe siècle. Extrêmement fréquent d'avoir un que en titre d'ouvrage ou même en titre de chapitre pour annoncer un argument. Un autre élément ici, me semble-t-il, par rapport au que, c'est la parenté qu'il pourrait y avoir entre cette mise en évidence d'emblée du discours direct dans la première phrase de Clope au dossier et un autre écrivain qui compte beaucoup aussi pour moi, qui est Thomas Bernhardt. Alors là encore, je rappelle, je lance des pistes, ces vidéos sont comme une sorte de carnet de notes. Au fur et à mesure des mois, il est possible que, par les commentaires en dessous de la vidéo par exemple, un certain nombre de ces pistes, un certain nombre de ces questions trouvent des réponses. Et là, moi, je pose la question, je me la pose à moi, je vous la pose à vous, les rares happy few qui regardez ces vidéos. Est-ce que Robert Pinget connaissait les textes de Thomas Bernhardt? Est-ce qu'il a lu Thomas Bernhardt? Et est-ce qu'en 1961, il a lu Thomas Bernhardt? Ça me paraît pas très probable. En tout cas, il y a là au moins une analogie, une coïncidence d'écriture. Il y a la première phrase, mais il y a aussi la deuxième phrase. Première phrase, que d'être seul n'était pas une condition. Deuxième phrase, ni une vocation dit Mortin, ni rien en sion, sauf aberration, ce qui explique tout, on finira bien par l'emmener, mais il faut, paraît-il, un rapport du médecin ou de la famille ou d'un avocat ou de Dieu sait qui. Et donc, dans la deuxième phrase, il y a l'explicitation de l'origine du discours, que d'être seul n'était pas, ni une vocation ni Mortin. Et donc là, on a l'idée que c'est Mortin qui est à l'origine du discours. Et donc Mortin peut être en premier personnage de narrateur, premier personnage de romancier à l'intérieur du livre. Mais ni une vocation, ni rien en sion, sauf aberration. Et c'est en fait plus dans cette deuxième phrase moi, que j'entends une parenté avec Thomas Bernhardt, stylistique et rhétorique. Dans cette phrase, on a aussi l'aberration. C'est-à-dire qu'en fait, la folie de Clope est présentée de manière très indirecte au début du livre. On va finir par comprendre, et notamment à la toute fin, qu'il s'agit d'un fou, mais ici c'est présenté sous le registre de l'aberration. C'est-à-dire l'aberration, c'est ce qui est en dehors de la norme, c'est ce qui divague, c'est ce qui ne fonctionne pas selon la logique traditionnelle, mais ça n'est pas non plus la folie au sens clinique.
on le comprend mieux du fait du rapport du médecin. Mais quand même, aberration n'est pas un terme qui explicite réellement le problème au centre du livre, c'est-à-dire un fou constitue un dossier sur l'ensemble d'une communauté, sur l'ensemble d'un village. Comme toujours chez Pinget, il y a de la parodie, et notamment de la parodie du langage juridique. C'est le sens même du dossier. Clope constitue un dossier, et ce dossier, finalement, a un caractère juridique possible. Il y a un personnage, au tout début, un personnage qu'on ne revoit plus jamais dans le roman, et qui est l'huissier Bille. Il y aurait là aussi beaucoup à dire sur ce nom. Et l'huissier Bille est en train de relire et de finir de rédiger un texte de loi, un texte notarial. Je lis. Attendu que le défendeur, en date du 18 avril 1923 et conformément à la convention tacite, a fait servir à ses besoins personnels les 2/3 du solde de la somme affectée à l'achat d'un blanc, aux 3/4 amorti, voulant par lotissement et contrairement aux règles établies, s'approprier suivant la dite convention tous ceux qui dans le blanc, silence aux 3/4 des autres, susdit mot simultanément lequel défendeur à cette date, le matin ayant rencontré le demandeur à lui s'adressant et tacitement se référant à ladite lui demande ce qu'il fait sous-entendant du tiers non affecté à ses heures par un blanc, d'ores et déjà de son co-contractant connu, approuvé et même encouragé, l'intention que ce même co-contractant défendeur répondant la main au panier, désignant l'objet qu'il avait au susdite fin à l'étalage de la femme du demandeur convoité, laquelle à lui consentit un rabais d'1/3 du prix coûtant vu qu'il payait comptant, se dirigea vers l'arrière-boutique, où lui livra l'objet qu'apparemment, vu l'absence, blanc, ne put évaluer, quoique devant contractuellement exécuter sur le champ, laquelle femme entendue affirma que les droits de l'épouse, selon l'article 18 du Code révisé l'an 1803, alinéa 18, ligne 03, établissant ce que devant était sien, comme autant sien parlant du défendeur, lequel marié à elle, selon blanc, ce que reprenant le demandeur acquiesça. J'arrête, ça continue encore sur quelques lignes. Parodie ou pastiche, très difficile à déterminer. Moi je pencherais plutôt du côté en fait de la parodie, parce qu'on voit qu'il est question en fait de sombres contrats sexuels ou de prestations sexuelles. Il y a aussi bien sûr écrit noir sur blanc le mot blanc, qui veut dire en fait on est aussi dans la lecture intériorisée du texte à prétention juridique par l'huissier. Donc voilà, et donc voilà, là il y a 2 pages du roman qui sont constituées par cette parodie-là. Autre personnage récurrent des romans de Pinget, et qui va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure de la décennie des années 60, Mortin. Mortin, dans Clope au dossier, est représenté avec 2 amis proches, 2 collègues, qui sont Verveine et Philippard. Ils constituent une sorte de trio de bourgeois, un petit peu à la Courteline, si on veut penser à une référence littéraire un peu plus ancienne, un peu plus marquée. Ils me font aussi beaucoup penser, et je pense que la coïncidence chronologique est là encore intéressante, aux 3 bourgeois de la chanson de Brel. Les bourgeois, c'est comme des cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. En effet, c'est la bêtise de ces bourgeois, l'absence totale d'intérêt de leur vie et de leur conversation, qui est mise en relief au début du roman. Ils sont au café, ils parlent de choses et d'autres, ils disent surtout du mal du physique de la serveuse à moitié dans son dos et à moitié pas dans son dos. Et voilà ce que ça donne. Mathilde, qu'il dit, remplissez les verres. Elle arrive. Beau soleil, hein, pas comme chez nous, il pleut tout le temps, je suis du Nord. Vous feriez plutôt Moricaude, dit Verveine, sans vouloir blesser personne. Une grand-mère basquaise, qu'elle dit, beau pays, tout vert, j'y allais étant petite, oh la mer, messieurs. Mortin regardait quand même à la dérobée ses formes, sous le tricot noir et la jupe noire un peu lâchée, un trou à son bas gauche et des savates, cheveux gras quand même. L'odeur vous fait quelque chose, mais timide, il ne dit rien. La mer, messieurs, je voudrais tellement. Il faut trouver quelqu'un qui y descende, dit Philippard. Ils vont tous sur la côte, dit-elle, moi c'est l'océan qui me plaît. Verveine dit, c'est plus sain. Mortin, l'œil rivé soudain sur le bourrelet entre la jupe et le tricot, peut-être un goudois. Elle est retournée à son comptoir et ils ont parlé de femmes. Donc là, évidemment, conversation veule de bourgeois, très 19e, je pensais à Courteline. Est-ce que le nom de Philippard, il me semble que Philippard n'est pas un personnage qui revient dans d'autres textes de Pinget, est-ce que le nom de Philippard ne suggère pas aussi le côté Louis Philippard, le côté Biedermeier, tous ces bourgeois oisifs des provinces françaises? C'est possible aussi qu'il y ait cette allusion-là.
Le personnage de Simone, la jeune épouse délaissée par son mari qui est cuisinier dans la marine, le personnage de Simone est un personnage primordial de Clope au dossier, et on la voit, pendant de très longues pages, s'occuper de son petit garçon, son fils, qui s'appelle Guillaume. Et dans une scène, et je vais en parler pour montrer la question de l'ironie par rapport à la focalisation, c'est-à-dire le point de vue, elle revient du marché, et voilà ce que dit le texte, ce que dit le narrateur. Simone a sûrement entendu, mais elle n'a rien dit du reste. Qu'aurait-elle pu dire sans se fâcher? Elle a traîné le petit comme ça un bout, mais tout à coup il a dit « Vous, vous !» Et il regardait un petit chien qui tourniquait autour de l'étal d'un boucher. « Vous, 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 vous !» Simone s'est arrêtée pour éviter une nouvelle scène. Elle a dit « Oh, le beau vous, vous !» C'était un affreux roquet crème à grosses couilles de vieux qui lui pendait. Guillaume tirait Simone vers lui et le boucher dit « Attention, il mord quand il a faim !» Donc là, il y a évidemment deux niveaux de discours différents. Il y a le point de vue de l'enfant qui soudainement s'arrête en voyant un chien, est émerveillé, parle du chien dans un langage enfantin, vous, vous. Par parenthèse, on sait que Pinget est né en Suisse, qu'il y a une influence assez importante d'un certain nombre de termes régionaux des marges franco-helvétiques. Personnellement, vous, vous, moi c'est un, comment dire, c'est un terme enfantin pour parler du chien, dont je ne connais qu'une seule autre occurrence, qui est dans la chanson de Thiéphène. Et Thiéphène est jurassien, donc le Jura, la Suisse, on peut imaginer une similitude, une parenté. C'est dans la chanson Tita Dong Dong Song, de 1996, je crois. Artung Vuvu Tata. Et donc le refrain c'est Artung Vuvu Tata, et donc c'est le chien. Je referme cette parenthèse à propos de Vuvu et de Thiéphène. En tout cas, ici, il y a bien sûr énormément d'ironie, puisque dans le personnage de l'enfant, il y a cette fascination pour le chien. Dans le personnage de la mère, il y a la satisfaction de voir que l'enfant a trouvé un sujet de divertissement, elle ne veut pas le contrarier, et donc elle dit « Oh le beau vous !» Et c'est suivi dans la phrase même, suivi d'une virgule, « C'était un affreux roquet crème à grosses couilles de vieux qui lui pendait. » Et donc là, soit c'est le regard d'un narrateur extérieur à la scène, soit c'est le regard même de la mère de Simone, et en fait on va voir dans les pages suivantes qu'elle est extrêmement obsédée par le fait que son mari lui manque et qu'elle est en manque sexuel, et qu'elle s'imagine évidemment toutes les saloperies que fait son mari dans ses escales dans la marine, et elle ne se trompe pas apparemment. Il y a tout ce côté-là, donc les grosses couilles de vieux, l'affreux roquet et les grosses couilles de vieux, est-ce que c'est le point de vue de la mère, est-ce que c'est un autre point de vue? En tout cas, c'est un point de vue qui est radicalement différent de celui de l'enfant, et qui vient bien sûr déconstruire la vision émerveillée de l'enfant qui est admiratif devant ce chien, alors qu'apparemment c'est un affreux roquet, très laid et qui mord. Voilà. Donc là encore, mise en place de l'ironie par la juxtaposition des voix. Il y a un événement narratif qui semble, et je dis bien qui semble, être au centre du livre Clope au dossier, au centre du roman, au centre du récit. C'est le moment où Clope, le fou, accompagné de son chien, voit passer un vol d'oies sauvages et leur tire dessus, en fait tomber une qu'il ramasse. Je cite page 9. Des oies sauvages passaient au-dessus d'eux. Clope lève le nez et voit ces oies, il tire et plouf, l'oie tombe et Kiki va la chercher. Il dit « Belle bête, entre 3 et 4 kilos ». Il s'arrête de planter son céleri ou ses raves, il va plumer l'oie, toute chaude. Il est allé plumer l'oie près de la fontaine, il y avait des plumes partout et du sang coagulé sur le duvet par endroits. On passe la bête à la flamme pour tout nettoyer, et le vidage qui sent si mauvais, chaud. Je disais que cet événement semble être au centre du roman, mais je pense que c'est déceptif. Alors, ça m'arrange de penser que c'est déceptif, parce que là encore, je n'ai eu ni le temps ni le courage d'y consacrer des journées et des journées de recherche, mais la structure temporelle des événements de Clope au dossier s'articule pendant une grande partie du roman autour du moment où Clope tire sur cette oie. Et je vais citer un certain nombre de passages. Page 14, à propos de Simone et du petit Guillaume.
Quand passaient les oies, elle était dans sa cuisine, elle préparait son repas et celui du petit. Elle a décroché une casserole qui en a fait tomber une autre avec beaucoup de bruit. Elle n'a pas entendu le coup de feu, puis elle a ouvert la fenêtre et elle battait une omelette. Et donc à partir de là, en passant d'un personnage à l'autre, d'une situation à l'autre, d'un récit à l'autre, le roman, presque systématiquement, se situe autour de l'axe temporel, situe plus exactement l'épisode autour de l'axe temporel, par référence au moment où Klopp a tiré les oies. Je cite page 99. Toupin a repris sa manivelle. Simone Brise est passée avec le petit Guillaume allant au marché, vers 10h moins le quart. Ont-ils tous eu le temps de passer ce coup de feu, avant ce coup de feu, mettons approximativement 10h moins le quart, avant, je n'entends plus. Et là, il se passe quelque chose, et je vais probablement citer d'autres passages du livre dans lesquels il est question de ce coup de feu. Il y a une sorte de contradiction il y a deux contradictions en fait. Première contradiction, c'est Klopp qui rassemble le dossier, c'est Klopp qui apparemment est censé raconter tous ces éléments-là, et donc être extérieur évidemment à ces différentes actions, et en même temps, la plupart de ces actions ont lieu au moment où il est en train de tirer une oie, de la ramasser, puis de la faire cuire avec son chien. Et donc, il ne peut pas être à la fois observateur extérieur de tout ce qui se raconte, et être lui-même, dans un épisode particulier, à l'extérieur de toutes ces actions, en train de tirer une oie. Donc là, c'est une première contradiction. La deuxième contradiction, elle est présente ici dans ce passage que je viens de lire de la page 99. Dans ce passage, il y a cette citation « Je n'entends plus ». La phrase se termine par « Je n'entends plus ». Et donc finalement, on a un narrateur qui avoue qu'il n'entend pas, et d'ailleurs il y a cette formule extrêmement récurrente dans le roman, tympan détraqué, tympan détraqué, tympan détraqué. Et le tympan détraqué de Klopp au dossier, c'est le pendant, dans Klopp au dossier, de la manivelle détraquée dans la pièce de théâtre La Manivelle. Et de même que l'orgue de Barbarie ne produit pas une mélodie suivie parce que l'orgue, la manivelle, est détraquée, de même ici, il y a une voix, une instance narrative qui prétend raconter alors qu'elle ne peut pas entendre. Et donc elle rapporte un très grand nombre de faits, d'épisodes qui sont vus, ok, mais aussi qui sont entendus, elle rapporte un très grand nombre de paroles, elle situe tout autour d'un coup de feu qu'elle n'a pas pu entendre. Et donc on ne sait pas qui a le tympan détraqué. Est-ce que c'est Mortin? Est-ce que c'est Sauphinard? Est-ce que c'est le fou? Tout ça est extrêmement confus. La contradiction se poursuit entre la nuit et le jour. Je cite. Note au dossier, consigné, cadenassé, ils ne pourront rien contre lui. Duner, il se serait promené toute la nuit. Il serait sorti la veille vers 11h, 11h moins le quart. Madame Philippard aurait demandé quelle heure exactement pour pouvoir dire ensuite « Mais oui, je le connaissais, pensez, il m'a mise dans ses papiers, ses dossiers, vous savez, pour la contre-preuve, on finira par l'emmener. » Donc là, il y a déjà une confusion entre la promenade nocturne et les 11h moins le quart, dont on ne sait pas si c'est 11h moins le quart du matin, comme on l'a cru jusqu'à présent, le moment du coup de feu et tout ce qui se passe autour, ou 11h moins le quart de la nuit. Et je lis là, le bas de la page 127, où ça se complique encore, Duner, et ça commence toujours avec cette reprise Duner. Donc Duner et tympan détraqué, c'est vraiment les leitmotifs musicaux du texte. Et on sait que Duner, c'est un des derniers livres de Pinget, c'est le titre d'un des derniers livres de Pinget dans la série Les Carnets de Monsieur Songe. Donc c'est vraiment une expression extrêmement importante dans son œuvre. Duner, tout se passe la nuit. Rien au grand jour avant le mouvement qui le provoque, passage des oies, tant d'arbitraire à telle heure d'une matinée qui s'efface, c'est précipité sur ça une chance sur 1000 d'être vivante, là. Ce jardin, ce jugement à relire, à redire, ne l'avoir jamais dit pour attendu qu'en date de tant de malheurs tacitement se référant à la dite là, ici, entre ça et cette main, ne respire que par toi, l'invisible, l'aventure refusée et la mort. Vague ressac. Et donc, le coup de feu, c'est une sorte de faux indice permanent. Il donne l'illusion au lecteur qu'il va pouvoir
repérer l'ensemble des actions et l'ensemble des épisodes, sur un axe chronologique et dans un axe spatio-temporel. Mais ce qui apparaît à la fin, c'est que tout se déconstruit, tout se délite, et si ce dossier est le dossier d'un fou, eh bien entendu, ce dossier ne peut pas être ramené à un axe spatio-temporel. Donc est-ce que c'est 11 heures du matin, de la nuit? C'est les deux en même temps. Est-ce que celui qui écrit le dossier a pu assister à tout ce qu'il voit, puisque au même moment il était en train de tirer une oie sauvage? Eh bien oui et non, simultanément. Je vais terminer là-dessus. On sait que oui ou non, répondez, c'est l'incipit d'un des livres les plus célèbres de Robert Pinget, l'Inquisitoire. Là, on a l'impression que la réponse, c'est oui et non. Et on pourrait ajouter, pour remplacer répondez, oui ou non, répondez, oui et non, je suis sourd. Clope au dossier est un des textes de Robert Pinget qui parle le plus explicitement de sexe. Il y a beaucoup de sexualité. Il y en a dans la scène du bistrot, dans laquelle les bourgeois, j'en ai déjà parlé, échangent au sujet de femmes, comme on dit, et puis surtout, tout en trouvant particulièrement laide et peu ragoûtante la serveuse, n'arrête pas en fait en même temps de la mater et d'avoir un certain nombre de pensées assez obscènes à son sujet. Mais le personnage principal autour duquel se construit toute une référence à la sexualité, c'est le personnage de Simone. Simone et son mari. Alors Simone et Pierrot, c'est un jeune couple. Pierrot est cuisinier dans la marine et il est absent pendant de longs mois et Simone se retrouve seule à s'occuper de leur petit garçon. Alors d'un côté, on a assez brièvement une allusion à la vie de Pierrot, ou un récit de la vie du cuisinier Pierrot dans la marine, lors d'un échange extrêmement explicite avec ses camarades. Je lis. Pierrot trouve l'ouvre-boîte gros sur le rayon du frigo plein de sauce tomate sèche. Il gueule encore. Qui n'a pas lavé, tas de salauds et tout. Il revient à sa place et ouvre proprement sardines et maquereaux. Polo, à côté, épluchait les patates. Il a dit demain, la grande dérouillée. Qu'est-ce qu'on va leur y foutre? Moi je décharge en roupillant. C'est pas sain. Tu vas retrouver la lice. Un moulin à poivre avec ses bicots, a dit Pierrot. Je veux plus m'y frotter, il y a Suzy et Michou. Ah, crache pas sur le sili qu'il fait Polo. Pas du tout, dit Pierrot, pas du tout. Elles font les amerlots. Tu piges, Suzy, c'est pas une cave, elle choisit. Tu comprends. Ah, avec ça, qu'a choisi, dit Polo, quand elle couche avec toi. On peut pas discuter avec un gros jaloux de branlé, a dit Pierrot. Répète qu'il a fait, Polo, répète. Parfaitement, a dit Pierrot, même qu'hier soir, répète, il levait son couteau. Donc dans ce bref passage des pages 37-38, on a à peu près tout. On a évidemment les coucheries avec les prostituées, on a la masturbation, on a je décharge en roupillant, donc l'éjaculation sans même besoin de se masturber, et puis on a tout ce passage dont je ne suis pas très sûr de vouloir le comprendre en fait, sur le moulin à poivre avec ses bicots, donc en fait toute l'espèce de racisme qui fait que les marins ont l'air dégoûtés de coucher avec les filles qui couchent avec les arabes. Ça c'est pour le personnage de Pierrot. Et puis le personnage de Simone, qui est toute seule, qui passe des mois sans son mari, est de toute évidence particulièrement en manque, ou particulièrement obsédée, et il y a toute la scène où elle se lave toute seule, à l'époque où il n'y avait pas des salles de bain intégrales partout, donc elle se lave au lavabo dans la salle de bain en ayant laissé son fils jouer tout seul, et je lis. Elle va faire sa toilette à l'évier, page 51. Le gant de toilette suspendu au fil au-dessus de l'évier avec des choses, une culotte, un torchon, une serviette, elle le prend, elle le trempe dans l'eau tiède, elle le frotte de savon de Marseille, du porte-savon du mur, elle commence par la figure. Ensuite, sous les bras, ensuite, voilà, nous y sommes, les seins, roses brunissants du bout, savourons, elle rince. Ensuite, resavon du porte-savon, savourons, le gant de toilette, elle se le passe entre les jambes, voilà les cuisses. Ah, elle les écarte, elle se baisse. Le cul à Simone. Rose grassouillé fondant, que le Pierrot qu'il aime tant ça qu'il a même essayé, mais oui, ce cochon, essayé, aïe, tu me fais mal, gros dévergondé, étant trituré tout dur, lui, allons, c'est bon, gueule pas, là, tu vois, là, ça va mieux, oui, rinçage. Ensuite, pauvre Simone, les pieds, etc. Alors cette scène, et je veux bien sûr rappeler que ça se situe dans un roman qui commence par une phrase que d'être seul n'était pas une condition, donc on est dans une parole rapportée,
Donc cette scène, la scène du bain, hein, Simone au bain, on peut penser à Suzanne et les vieillards, enfin on peut penser à plein d'images, on ne sait pas qui regarde, on ne sait pas qui raconte. Il y a tout un côté reluquant, il y a le cul à Simone, savourant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas elle-même qui est en train de parler du fait qu'elle savoure le moment où elle se lave, parce qu'elle a l'air en plus de faire vite pour aller s'occuper à nouveau vite fait de son fils qu'elle a laissé tout seul, et ça l'inquiète. Donc enfin, savourant, c'est sans doute aussi un regard masculin qui est suggéré. Donc on a une superposition de plusieurs plans, hein, le bain, donc le corps féminin par la femme elle-même, mais surtout le corps féminin maté de l'extérieur par un lectorat, un point de vue, enfin on ne sait pas très bien, masculin. Donc il y a tout ça qui se superpose, et puis il y a quand même, ce qui est même plus qu'une allusion, j'allais dire une allusion à la sodomie, ce n'est même pas une allusion à la sodomie, c'est une référence claire et précise à la sodomie. La seule chose qui n'est pas entièrement claire, c'est si, de fait, son mari a réussi à la sodomiser ou pas. Alors là, il y a éventuellement, c'est le seul élément un peu plus elliptique. Mais enfin voilà, 1961, édition de minuit, je ne sais pas très bien, du coup, comment c'est passé, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes quand même à l'époque avec la censure? Cette question de la sexualité est très présente. D'ailleurs, dans le rapport de Simone avec son fils, le petit Guillaume, c'est pareil, puisqu'elle le lave, juste avant de s'être lavée, elle le lave, et page 48, elle savonnait partout sous les bras, entre les jambes, ses petites cuisses un peu rouges, c'est le pipi, et l'élastique de la culotte, son petit machin, tout pointu, joli, tout serré. Voilà, donc le sexe de son fils, c'est son petit machin, tout pointu, joli, tout serré. Et là encore, est-ce que c'est le point de vue de la mère? On peut l'imaginer. Est-ce que c'est le point de vue de quelqu'un d'autre? Là aussi, il y a toute une espèce de point de vue limite, quand même, sur le sexe d'un tout petit enfant. Hein. Dernier passage sur la question de la sexualité, quand Simone hallucine un petit peu sa séparation avec Pierrot, le fait qu'il va l'abandonner. Alors on ne comprend pas bien si elle imagine qu'il va l'abandonner ou si c'est elle qui le quitte parce qu'elle n'a pas réussi à attendre et elle a couché avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a tout un passage là, vers la fin du roman qui est extrêmement intéressant et extrêmement complexe. Et là, c'est pareil, on a toute cette hallucination fantasmatique et sexuelle. Et là encore, est-ce que c'est réellement le fantasme d'une femme en manque de sexe, ou est-ce que c'est la projection fantasmatique d'un homme ou des hommes sur ce que sont les fantasmes d'une femme en manque de sexe? Et là c'est extrêmement complexe et moderne de la part de Pinget, à savoir qu'il n'y a pas du tout une sorte d'évidence du regard éroticisé, du regard phallogocentrique, on va dire. Il y a une prise en compte justement de cette double dimension, qui est probablement une dimension fantasmée par les regards masculins. Alors, page 111. Alors, la pauvre Simone, elle imagine tout ce qu'elle peut lui faire, elle se rappelle ces choses que des fois, quand il était très amoureux, ils faisaient ensemble. Mais c'est lui qui commençait, jamais elle n'aurait eu l'idée, elle suivait le mouvement. Ces cochonneries, comme elle dit, qui n'étaient pas un vrai besoin, car Pierrot, lorsqu'il la prend simplement dans ses bras à Simone, ça lui suffit bien pour être heureuse, mais certains soirs de sa longue solitude, voilà que c'est les cochonneries qui veulent qu'elle pense à elle. Pas la tendresse, pas ses bras autour de lui toutes serrées, simplement bouche contre bouche. Non, comme si l'imagination était plus exigeante que la peau. Et alors Simone, quand elle sent que ses idées lui viennent, elle se dit « je suis une ordure ». Mais elles deviennent tellement fortes, tellement dans ce lit toute seule dans le noir qu'elle y succombe, se donnant pour excuse que ce sont ces femmes qui le font à lui, qui est son homme. C'est un passage très beau, hein, à la fois très direct, très explicite aussi sur le fantasme féminin, sur le fait qu'il s'agit probablement d'une projection extérieure du fantasme féminin, mais là il y a vraiment, puis tout ce côté, cette internalisation de la morale, je suis une ordure, enfin, c'est vraiment, moi je trouve, un très beau texte. Parmi les personnages récurrents de l'œuvre de Pinget, personnages qui reviennent d'un livre à l'autre et que l'on retrouve dans Clope au dossier, il y a notamment Sophie Nard. Et Sophie Nard, j'en ai déjà parlé à propos du fiston, Sophie Nard, dans son nom même, bien sûr, on trouve dans le patronyme la troisième personne du singulier du verbe narrer. Et donc il y a le côté Sophie raconte. Avec Clope au dossier, qui est un livre sur la folie, dont le personnage principal, le personnage en tout cas dont le nom se trouve dans le titre,
est un fou, ça commence dès le début, on finira bien par l'emmener, mais il faut, paraît-il, un rapport du médecin. Donc dès le début, c'est posé, hein, le personnage qui constitue le dossier est un fou. Sophinard, ce nom, qui est le nom, évidemment, qui, en quelque sorte, constitue une mise en abîme de l'acte même du récit, se trouve ici compliqué d'une autre possibilité. En allemand, Narr, c'est le fou. Narrenschiff, c'est le vaisseau des fous, dans l'imagerie médiévale. Donc on a ce supplément, comme si en fait, le retour des personnages permettait une accumulation de signification. Et Sophinard, on la retrouve, et elle occupe encore sa fonction de commère, page 57, et la commère, c'est là encore une mise en abîme du roman, du romancier, de l'écrivain, c'est-à-dire l'écrivain comme commère. Et je cite, « Non, je ne peux pas vous le dire. Non, que je vous dis. Eh bien oui, là, Sophinard, parfaitement, Sophinard, qui me l'a dit comme je vous vois, vu la nanteté de ses propres yeux, vu en compagnie du gars, et quand je dis compagnie, vu qu'elle les a dans le bois à faire ça, lui ses culottes au talon, elle les jambes agrippées, passez-moi l'expression à la taille du gars, et vlan, vlan, qu'elle avait honte pour eux, dit-elle, Sophie, parce qu'entre nous, hein, elle a dû bien se rincer l'œil. Comment que vous ne me croyez pas? De ses yeux, je vous dis, quel intérêt, hein, je vous le demande à inventer ça, elle a rien contre les nantais. Quoi? C'est entendu, mauvaise langue, c'est entendu. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis vous comprenez le détail, par exemple. Des culottes sur les talons et des jambes, passez-moi l'expression, est-ce qu'elle l'aurait inventé? Non, non, ça c'est du pris sur le vif, du vécu. Et puis moi je m'en tape, simplement que la Nantais, eh bien je peux vous le dire qu'elle n'a pas rendu service à son vieux rapport aux élections, parfaitement aux élections, comme s'il n'y avait pas assez de cocu comme ça, sans encore en fourrer au conseil municipal, etc. etc. Et donc ici évidemment Sophinard, c'est le récit de la commère qui est rapporté, et ce récit se trouve validé, en dépit du fait qu'elle est mauvaise langue, c'est dit, par le détail visuel de l'acte sexuel. Les culottes sur les talons et les jambes, passez-moi l'expression, est-ce qu'elle l'aurait inventé? Non, non, ça c'est du pris sur le vif, du vécu. Et donc, si on prend Sophinard comme une sorte de métaphore du récit, de la construction du récit, de la constitution du récit, une sorte de commère / romancière, il est très intéressant de voir que ici, ce qui est mis en avant, c'est la vraisemblance. Parce que c'est vraisemblable, on va y croire. Parce que c'est vraisemblable, ça devient vrai. Et là, évidemment, c'est un univers extrêmement complexe qui s'ouvre du point de vue de la constitution de la fiction. Donc ce personnage récurrent est là encore mis à rude épreuve et mis à contribution. J'ai parlé de retour des personnages. J'ai parlé de parodie, j'ai parlé d'intratextualité en quelque sorte, en quoi Claude Audossier s'inscrit dans l'œuvre plus généralement de Pinget. Il y a un exemple particulièrement frappant dans Claude Audossier, c'est le recyclage avec réécriture et réadaptation de la quasi-totalité du texte de la pièce radiophonique de Pinget, parue 2 ans plus tôt, La Manivelle, et dont j'ai parlé dans les vidéos du projet Pinget 15 et 16. Si on regarde du côté de la page 64, Toupin tournait sa manivelle quand un vieux s'approche de lui et lui dit « Mais c'est Toupin, ce brave Toupin, vous me remettez Pomard, le père du juge, vous vous souvenez ?» Toupin a tourné la tête, il a dit « Monsieur Pomard, si je m'attendais, asseyez-vous donc, voyez. » Dans la manivelle, c'est une pièce de théâtre. Le début, c'est Toupin qui parle, allons bon, encore détraqué, sacrée musique, sacrée musique. Donc il est tout seul, Toupin, qui tourne sa manivelle, est tout seul, ça marche pas bien. Pomard, voix cassée de vieillard, il bafouille, etc. Mais c'est Toupin, ce brave Toupin, vous me remettez Pomard, le père du juge, Pomard, souvenez-vous. Toupin, Monsieur Pomard, si je m'attendais, Monsieur Pomard, mais asseyez-vous, donc tenez là. Bien, je ne vais pas vous la faire en entier, mais ça commence à la page 64 dans Claude Audossier, et ça se termine, figurez-vous, à la page 87. Et je n'ai pas eu le courage ni le temps de regarder quelles étaient les variations, ce qui manquait de la manivelle dans cette reprise de Claude Audossier et ce qui éventuellement était ajouté dans Claude Audossier par rapport au texte de la manivelle. Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on reconnaît, qu'on retrouve. Heureusement, je venais juste de relire la manivelle, donc j'ai identifié beaucoup d'éléments.
à cette différence près que dans la manivelle, ça se présente comme un texte de théâtre, avec des didascalies et avec des retours à la ligne, tout pain pommard, tout pain pommard. Ici, ça se présente comme un bloc. Il n'y a pas d'identification de qui dit quoi, mais enfin on s'y retrouve puisqu'il n'y a que 2 personnages. Et donc sur pas moins de 24 pages, quand même, 23 pages et demie, on a ça à l'intérieur de Clope au dossier. J'allais dire au centre de Clope au dossier, c'est pas tout à fait au centre, parce que ça commence à peu près au milieu du livre. Le livre fait 130 pages, et donc ça occupe, on va dire, le 3e quart du livre, à peu près, le 3e quart ou le 3e, 5e du livre. C'est quand même un élément de recyclage, de réemploi, de réécriture, tout à fait frappant quand on lit Clope au dossier. J'ai noté, dans mes quelques fiches sur lesquelles j'ai jeté le plan plus ou moins foutraque de cette vidéo particulièrement foutraque, j'ai noté ceci, je vous le lis. Vérifiez titre des traductions anglaises et allemandes de Clope au dossier. Je ne l'ai pas fait. Le livre se termine sur une série d'hypothèses, quand on finit par comprendre que le texte est une sorte d'amas des différentes pièces du dossier constitué par Clope. Et dans cette espèce d'accumulation, juxtaposition un peu folle, se trouve un emploi très particulier et très récurrent du conditionnel. Page 129. Pierrot plus vague l'aurait abandonné juste avant le marché, n'aurait pesé dans sa balance à l'abandon sans voir, sans entendre, tympan détraqué. Au son de la musique fêlée que ce baiser sous le platane qu'il aurait fallu donner. Donc ici, conditionnel passé. Page 131. Il serait ici, se laissant absorber par le sable, un charbon dans la bouche et les yeux crevés au tison. Donc là encore, dans un dossier qui est censé rassembler des pièces justificatives, on a soudain d'invasion progressive de l'hypothèse, de l'hypothétique, et à peu près dans ces mêmes années, Pinget écrit une pièce qui s'appelle l'hypothèse, donc là encore. Et donc finalement, ce qui se révèle dans la fin du livre, c'est le fait que tout ça n'est qu'une fiction de fiction, n'est qu'une sorte de projection d'une vision elle-même probablement hypothétique, déformée ou aberrante, pour reprendre le terme de la 2e phrase du livre, de la vie dans ce village. Et donc le recyclage de tout un matériau existant déjà dans un certain nombre de textes antérieurs de Pinget par le biais du conditionnel. Alors j'avais prévu de parler assez longuement du conditionnel, mais outre que la vidéo va être interminable, j'ai vu passer dans un recueil d'articles, je crois de 1987, que je n'ai pas encore lu, le fait qu'il y avait un article de recherche écrit par un universitaire sur cette question-là. Alors il y a déjà une trentaine d'années, mais voilà, ça pourrait faire l'objet éventuellement d'une des vidéos à numéro impair. Je veux citer simplement une dernière phrase, et en l'occurrence la dernière phrase, ou la fin de la dernière phrase. Non, allez, je vais citer la dernière phrase en entier. C'est la dernière phrase de Clope au dossier. La vérité, quand elle sera sèche, cette nuit-là, était-ce avant sans pouvoir sur ce qui a été dit, sans pouvoir. Ce n'est plus elle, avant cette main, je la couperai. Elle m'aurait dit, lisant, tu vois là, avant, c'est toi. Sans pouvoir, elle m'aurait dit, lisant, c'est toi ce dossier. Il faut ce dossier, plus le temps, non, plus le temps, plus le temps, plus le temps, plus le temps.